Alors les amis, On est sûr. c'est pas la joie, c'est pas la joie, c'est pas la joie, mais c'est peut-être vrai. Quand on regarde, l'État est ruiné, ses finances sont exsangues, les collectivités publiques, par voie de conséquence, sont elles aussi ruinées, elles vont devoir se serrer la ceinture et la nôtre par la même occasion, et les subventions qu'elles accordent aux millions d'associations de notre pays vont s'arrêter. Les associations vont mourir les unes après les autres, c'est sûr, comme les portes de nos usines ferment les unes après les autres. La courbe du chômage ne s'est pas inversée, nos politiques sont démonétisées, et figurez-vous que nos paysans se suicident par centaines chaque année. C'est pas la joie. Des femmes, des hommes et des enfants qui fuient les bombes, la torture, la famine, viennent toquer à notre porte et nous demander un peu d'humanité. Et nous avons juste la force de leur dire « Retournez d'où vous venez, car ici, c'est pas la joie. » Alors mes amis, c'est pas la joie, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on nous le montre à la télé, on l'entend à la radio, on le lit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, on l'entend au resto, on l'entend au bistrot, 24 heures sur 24, on nous le répète, on nous le martèle, on est foutu, on est cuit. Mais pourtant, vous le savez bien, mes amis, dans de l'eau à 99 degrés, on est cuit. Avec un tout petit degré supplémentaire, alors on atteint 100 degrés, et là, l'eau se transforme en vapeur. La vapeur, c'est de l'énergie, et c'est l'énergie de la vapeur qui fait tourner toutes les centrales électriques du monde entier. À 99 degrés, on est cuit. À 100 degrés, on a de l'énergie. Et ce petit degré, c'est le degré qui fait toute la différence. Et d'ailleurs, il porte un nom, ce petit degré. On l'appelle la joie. Et ça tombe bien, parce que celui qui va entrer dans quelques instants sur la scène de ce merveilleux théâtre de Châtel-Guyon, c'est un spécialiste de la joie. Et il va nous expliquer comment retrouver, c'est la bonne nouvelle, la joie qui est déjà en nous, pour en faire usage à la fois individuel et collectif. Alors c'est un préparateur mental. Ça tombe bien, parce que tout procède du mental. C'est aussi un coach de dirigeants. Et ça tombe bien, puisque nous sommes tous, vous êtes tous des dirigeants, des présidents, des consultants, des gérants, et nous sommes tous dirigeants de notre propre vie. Mais il est plus que ça. C'est aussi l'homme qui parle à l'oreille des chevaux. Et vous savez quoi? Eh bien, ils lui répondent. Et il est encore plus que ça. C'est l'homme qui parle aux arbres. Et vous savez quoi? Ouais. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de retrouver toute votre force, toute votre énergie, toute votre joie, et sous un tonnerre d'applaudissements, d'applaudir comme il se doit, et comme on sait le faire ici en Auvergne, Monsieur Hervé Franceschi. Je commence par vous applaudir parce que je ne sais pas si je le ferai à la fin, donc je commence toujours comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on applaudit? J'entends un silence. Qu'est-ce qui fait qu'on est en joie ou qu'on ne l'est pas? Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous met en joie? Est-ce que vous avez une vraie idée de ce que c'est que la joie? Depuis le temps que je fais cette conférence et depuis le temps que j'amène des gens à développer la joie, je me suis aperçu que la grande majorité d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est que la joie. Quand je dis ça, ça veut dire à cette vitesse-là, de retrouver une grande joie profonde, là, maintenant. Alors, comme on m'a dit qu'en Auvergne, vous étiez particulièrement bon, on va commencer comme ça. Je vais vous demander tous de vous mettre debout. Je vois qu'ils commencent à dire « ça commence ». Oui, ça commence. Et je vais le faire, comme ça vous autoriserez ou pas à fermer les yeux, mais moi je vais fermer les yeux.
Prenez d'abord une grande respiration pour lâcher prise. Voilà, vous soufflez. Ah, vous oubliez les trophées pour ceux qui les ont eus, là, parce que vous êtes déjà partis dans l'euphorie. Pour revenir présent à vous. Puis là, vous allez imaginer un endroit qui vous est cher. Peut-être avec des personnes qui vous sont chères. Et vous allez commencer à inspirer comme si vous inspiriez l'air particulier qu'il y avait à cet endroit. Peut-être commencez-vous à entendre des sons qui sont synonymes de cette joie. Peut-être que c'était un rire, peut-être que c'est simplement une vague. Un rire de vos enfants, une vague de vos vacances. Et si vous preniez le temps de le ressentir dans votre corps, qu'est-ce qui se passerait ? Allez jusqu'au contentement. Voilà. Puis commencez maintenant à avoir les parfums, s'il y avait des parfums locaux, des odeurs. Prenez le temps de ressentir physiquement à l'intérieur de vous où ça se situe ce plaisir, cette joie, ce contentement, cet enthousiasme, peut-être même cette allégresse. Et une fois que vous avez ressenti à l'intérieur, essayez de mettre la main à l'endroit où ça serait. Est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas ? Mais c'est obligatoirement un endroit de votre corps. Chacune de vos émotions est précise, elle est dans votre corps. Mettez juste la main pour savoir où elle se situe. Il n'y a pas de problème à ne pas savoir où est-ce. Je vais vous demander de rouvrir les yeux et vous allez regarder la personne qui est à côté de vous, je vois juste si elle a changé. S'il s'est passé un truc, on ne sait jamais. Au cas où il y ait un peu de joie, regardez si c'est un peu différent. Okay ? Et puis, je vais vous demander un truc qui est d'un haut niveau, au niveau du conseil. Je pense que la grande majorité des gens qui sont ici, mais peut-être certains ne vont pas y arriver, vous allez devoir sourire. Juste voyez. Si vous aviez un client, peut-être, je ne parle pas d'un chèque qui arrive spécialement, d'accord, mais juste un client, peut-être. Ok, allez-y, souriez. Regardez-vous. Regardez ce qui se passe quand vous souriez à quelqu'un. Ok ? Donc, il y a déjà des gens qui commencent à rire, d'accord ? Sourire, c'est juste en dessous le rire, quoi. Donc, en termes d'énergie. Si vous preniez le temps de prendre conscience de la puissance que vous avez quand vous souriez, peut-être que vous le feriez plus souvent. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous remettrai debout tout à l'heure. Ce que j'ai appris de la joie, c'est que ça s'expanse. Donc pour tous ceux qui ont vécu quelque chose qui n'était pas expansif, ce n'était pas de la joie. La joie n'a pas à voir obligatoirement avec une excitation. La joie a à voir avec une présence physique, une présence à vous-même. Donc il est très difficile d'être présent à soi si vous êtes dans vos pensées. Donc j'entendais tout à l'heure Alain qui disait on est foutu. Oui, on est foutu, on pense trop. Et pour des métiers de conseil, c'est votre danger numéro 1. La non-présence à votre client parce que vous êtes là. Si vous êtes présent physiquement, la personne le saura et elle saura que vous êtes en écoute. La joie, ça s'expanse. Donc ce qui est formidable, c'est qu'en plus de ça, j'ai toujours fait cette expérience extraordinaire, c'est que vous mettez 5 ou 6 personnes et systématiquement, vous mettez les 2 personnes qui ne s'entendent pas à côté de l'autre et vous les faites rire. Eh bien, le con qui est à côté est nettement moins con après avoir ri avec vous. C'est marrant, d'accord ? Et c'est valable pour les deux. Peu importe qui on appelle le con, on est toujours le con de quelqu'un. Ce que j'ai appris de moi, c'est que je n'avais pas la puissance de la joie. La joie développe une puissance extraordinaire. Vous allez revenir un petit peu en enfance. Moi, je me rappelle quand on allait en récréation. Vous avez connu ça, je pense, non ? Pas si vieux que ça, non ? D'accord ? C'est ça. Donc, un enfant qui sort en récréation, si vous habitez à côté d'une école, vous savez le bruit que ça fait. Okay ? Et ça, multiplié par chaque enfant qui sort. Tant pis pour le casque. Désolé, je préviendrai. Et depuis le temps que je travaille avec des adultes, j'ai rarement vu quelqu'un qui, quand il sort pour partir en vacances, jette son cartable avec un mouvement de joie
comme ça, dire « Oh, ouais, les vacances !» Ah ouais, je vois ça souvent, les gens qui sortent du bureau comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus capable d'avoir cette énergie? Parce que je peux vous dire que l'enfant qui vient de faire ça, il n'est pas fatigué. Il est en pleine puissance, c'est l'inverse. Vous allez avoir du mal à le calmer, c'est le contraire. Donc si nous, on faisait ça plus souvent, on augmenterait notre puissance, on augmenterait notre performance. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? La honte. Les deux choses qui nous empêchent d'être en joie, c'est la honte et la peur. On peut les mixer, hein, la honte d'avoir peur et la peur d'avoir honte en plus, hein, c'est pas mal. Prenez conscience à quel moment vous lâchez prise sur votre honte ou votre peur. Chacun d'entre vous, vous avez entrepris, à un moment donné, vous avez décidé que la peur ne serait pas plus forte que vous. À un moment donné, vous avez décidé que vous preniez le risque de conseiller quelqu'un en n'étant pas tout à fait sûr que c'était le meilleur conseil. Mais peut-être que vous aviez une intuition, quelque chose qui était juste pour vous. Et peut-être que même vous avez paru ridicule pour d'autres. Vous avez même peut-être refusé des clients que d'autres n'auraient pas refusés, mais vous saviez pour vous qu'ils seraient dangereux, ou ils mettraient en danger votre société. Cette capacité qu'on a, instinctive, animale, elle est dans le corps. Et la joie est le premier moyen pour vous dire que vous êtes sur votre route. Alors quand je vous dis ça, je vous dis juste un point simple, c'est que si devant moi il y avait une allée, et qu'elle soit tracée, bien en fait la joie serait le moyen de me dire à chaque fois que j'en sors. Dès que je ne suis plus en joie, je sors de ma route. Dès que ça ressemble à la joie, vous voyez le Canada Rail là, mais je suis dans l'ornière, c'est qu'effectivement je suis dans le bas-côté. Et une bonne partie des choses qu'on vit dans la vie, on vit de la joie, mais on ne fait que traverser. On cherche la facilité. La joie, ça s'expanse. Donc, comme le monsieur tout à l'heure, je n'ai pas retenu son nom, qui disait qu'il a appris à gouverner avec son entreprise et avec les gens qui la peuplent, vous ne pourrez pas dominer la joie. Elle vous dominera. Quand les gens seront en joie, ils feront des choses que vous n'avez pas d'idée. Quand ils seront en enthousiasme, ils auront des idées dont vous n'avez pas idée. Une idée toutes les 3 secondes, tant que faut-il qu'elle soit bonne. 95% des idées que vous avez tous les jours sont les mêmes que celles d'hier. Donc dans les 5% qui restent, est-ce qu'elles sont bonnes? Ce que je sais, c'est qu'il y a un mot formidable en français qui dit « inspirer » pour être inspiré. D'accord. Dans la joie, vous allez inspirer, lâcher prise sur vous. Alors il y a plein de formes de joie. Okay. On va commencer par une joie calme. Okay. C'est pour le micro, d'accord. Okay. Je te préviens quand je monte là. Ok, et là moi je suis d'origine corse, alors j'ai la Corse derrière moi, j'ai la montagne, face à moi il y a l'Adriatique. J'aurais pu prendre la Méditerranée de l'autre côté. J'ai les odeurs de la garrigue. Et là je commence à respirer, j'entends, même si je suis encore loin de la mer, j'entends la mer. Comme si j'avais déjà les embruns, je commence à être excité à l'intérieur de moi, mais ça ne bouge pas. Et à quel moment je vais lâcher cette énergie pour courir? Pas avant d'avoir senti que ça monte. Donc vous pouvez avoir des grandes joies calmes, mais qui s'expansent de la même manière. Vous vous mettez à côté de moi, même d'ici, je pense que vous pouviez le sentir. J'ai fait cette expérience depuis un certain nombre d'années. Je vous raconte des anecdotes parce que c'est celle-là qui me marque. J'allais en collège avec des élèves de collège, donc 4e, 3e en général, mix garçon-fille. Et puis, on leur demande de courir. Et dès qu'on arrive, on leur dit, voilà, on va vous chronométrer. Donc la première chose qu'ils font, c'est qu'ils partent à fond. Et surtout plus, s'il y a les copains ou les copines qui font impressionner, ils vont courir comme des grands malades. Et à la fin, je leur donne des exercices de récupération. À la fin de ces exercices de récupération, je leur demande qu'ils prennent leur pouls, on le note pour chacun. Une fois que j'ai fait ça, je leur dis, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on repart pour une 2e série. Et là, évidemment, c'est « Oh non !» « Ah non, mais on ne peut pas, là, moi j'ai mal aux os. » D'accord, on va avoir 36 idées, 36 excuses, mais j'ai une bonne habitude, c'est que je n'accorde aucune excuse.
Parce que les excuses, c'est ce qui m'empêche d'être à mon niveau. Donc il y a longtemps que je les ai abandonnées. Jamais je m'accorde une excuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être désolé de quelque chose, mais ça c'est autre chose, c'est de la politesse. Et donc je leur accorde aucune excuse, je leur dis si, on repart. Alors évidemment, j'ai tout l'uniforme qui va bien, j'ai le sifflet, vous voyez, pour être sûr que l'adrénaline monte un petit peu. J'ai le chrono autour du cou, vous voyez, vraiment le style du gars qui... D'accord ? Et puis je me tiens bien, presque comme un CRS, vous voyez, comme ça. Et je parle fort, avec une voix grave, pour être sûr qu'ils font ce que je leur demande. Et ils partent. Et juste avant de partir, je les arrête. Au moment où ils sont... J'ai dit, j'ai oublié de vous raconter une histoire. Je vous raconte une histoire triste qui m'est arrivée, que je ressens vivement comme une grande tristesse dans ma vie. Je sens l'émotion qui pointe sur ces 30 élèves. En moyenne, ils sont une trentaine. Et après, je leur dis, voilà, enfin, j'avais envie de vous raconter ça, voilà, bon, on y va. Et ils repartent. En moyenne, ils font moins 40% du temps qu'ils avaient fait avant, en moyenne, moins 40. Pareil, je leur redemande de prendre le pouls après avoir fait des temps de récupération. De la même manière, exactement pareil. On prend le pouls, on voit aussi l'accélération du pouls. Et puis, on va pour repartir pour une 3e essai. Je ne leur avais toujours pas dit, il y en avait qui commençaient à s'en douter, mais ils ont un peu peur qu'il y en ait un 4e ou un 5e derrière. Donc ils ne savent pas. La majorité, quand ils me posent des questions, je ne réponds pas. Je suis froid, dur. Je les mets sur la ligne de départ et la première chose que je fais, c'est que je leur dis juste avant de partir, je vais vous raconter une histoire. Et là, j'entends « Ah merde, il est reparti !» Ils sont déjà en train de faire « Bam !» Énergie qui baisse. Il va nous raconter un truc qui fait chialer encore. Et là, je leur raconte un truc qui me fait mourir de rire, un truc qui m'est arrivé à moi. Vous voyez les gags dans lesquels on rentre dans une porte, là, voilà, c'est le même genre, quoi. Et tous les élèves se marrent, au point qu'il y en a un qui tombe tellement il rigole. Enfin, ils étaient au sol comme ça. Là, je leur demande de reprendre leur souffle et de repartir. Vous avez une idée de la différence de performance entre le 2e et le 3e ? Ils font plus 70 de mieux. Ils font 70% de mieux en temps. 70% en moyenne en temps. C'est-à-dire qu'ils sont au moins 30% au-dessus du premier temps dans lequel ils étaient frais. 70% en mieux. Juste parce que je les fais rire. Pourtant, je les ai fatigués avant. Qu'est-ce que ça m'enseigne ? Ça m'enseigne que dans le corps, il y a des choses particulières qui se produisent. Alors, je ne veux pas un cours de neurosciences, mais en gros, il y a 3 neurotransmetteurs qui sont intéressants que je voudrais que vous reteniez. Dose, dopamine, ocytocine, sérotonine. Dose. Vous prenez votre dose quand vous êtes en joie. La dopamine, c'est le neurotransmetteur, qui est le système hormonal qui va ensuite produire ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. C'est schématique. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, ça va augmenter votre résilience physique. Ça va augmenter profondément votre résilience physique. En moyenne, 30%. D'accord ? Alors, on ne peut pas dire qu'on l'associe directement à la dopamine, mais comme on sait que c'est lui le principal responsable, on n'a pas des mesures exactes pour dire ça, mais on mesure des gens qu'on met en joie et on voit ce que ça sécrète en résilience, à l'effort. D'accord ? Deuxième, dans la dose, il y a le O, l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est ce que les femmes produisent avant l'accouchement, même pendant toute la période qui va être prénatale, qui va leur permettre en fait d'accueillir leur enfant. Vous voyez bien, quand vous arrivez, vous voyez un enfant, vous n'êtes pas toujours aussi convaincu que la mère qu'il est beau. Okay ? Mais elle le trouve toujours super top. Okay ? Quand je suis né, on m'a dit que j'étais un petit vieux, donc je me suis habitué. Et le principe de l'ocytocine, c'est que c'est formidable, c'est que c'est comme si vous étiez capable d'accueillir plus. Qu'est-ce que vous donneriez pour que vos employés puissent accueillir davantage vos idées ? Qu'est-ce que vous feriez pour que vos clients accueillent davantage vos idées ? La joie. C'est simple. Je peux vous demander de monter ? Faites attention parce qu'il paraît que les marches ne sont pas glissantes mais dangereuses.
Alors on va se prêter à un test. Il n'est pas prévenu, il ne connaît pas. Ok, c'est dangereux pour lui, mais il ne le sait pas encore. Ok. Voilà. Dites au revoir à votre famille. Ok. Donc comment on développe ça? Qu'est-ce que fait la mère avec son enfant? Vous commencez à voir ce qui est dangereux là. Ok. Elle le prend dans ses bras. Ok. Si vous m'autorisez? Oui. Ok. Voilà. Alors, juste la technique, c'est qu'en fait, c'est cœur à cœur. Si je lève le bras gauche, il va lever son bras gauche et on va être cœur à cœur. Si je faisais l'inverse, on s'écarte l'un de l'autre. Là, on est cœur à cœur. Vous voyez? Je fais ça. Vous autorisez? Ok, vous pouvez me prendre dans les bras, ok. Voilà, ça fera la une de la montagne. Ok. Et on va attendre jusqu'au moment où vous sentez qu'il se passe un truc en vous. Lâchez prise, c'est juste, vous allez ressentir ça au bout de 20 secondes. Sentez que vous commencez à respirer plus lentement. Voilà. Ok. Donc si vous faites ça avec quelqu'un, vous le calmez. Au bout de 20 secondes, vous produisez naturellement de l'ocytocine. Donc vous ne pouvez pas faire ça avec tous vos employés, même si certains seraient peut-être très d'accord, j'entends bien. Mais il n'empêche que vous pouvez le faire avec plus de gens que vous croyez. Vous voyez, on ne se connaissait pas, on vient de le faire. Encore une fois, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Une idée, un concept. Merci, vous êtes prêts au jeu. Donc, oser être présent à soi, offrir quelque chose de soi, c'est comme ça qu'on va développer de la joie. Ça, c'est pour le haut de dose. Et le S, c'est sérotonine. La sérotonine, c'est ce que vous produisez naturellement. C'est l'hormone du bien-être ou, pour moi aussi, c'est l'hormone qui va faire qu'en fait, vous vous écartez tout le temps de la dépression. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'hormone du désir. Vous allez avoir envie de faire des choses. C'est le gosse qui sort et qui ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais il sait déjà qu'il va faire un truc. Alors, vous vous dites, oui, il va faire une connerie. Non, pas toujours. Pas toujours. D'accord? Donc, s'il y avait un enfant en vous qui avait qu'une envie de sortir ce soir, ça va bientôt être le moment pour le casque. D'accord? Okay? Je vais vous demander, est-ce qu'on pourrait éteindre la lumière quand je vais vous donner le signal? Et quand j'éteins, vous criez. Juste pour voir ce qui se passe. OK? Je compte de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, 1. Noir. Hey! Hey! Ok. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous avez crié comme un enfant? Qu'est-ce qui fait que vos cordes vocales sont atrophiées? La clope, peut-être. Okay. Mais au fond, même les gens qui ne fument pas n'ont pas de puissance. Parce qu'on est là, physiquement, ici, là. La joie, c'est plus bas. Le seul moment où vous montez en hauteur, c'est quand vous êtes en euphorie. Vous voyez ce que c'est que l'euphorie? J'adore ça. Moi, j'ai un de mes copains qui me raconte qu'en fait, il a perdu sa médaille de champion du monde juste parce qu'il s'est relevé trop tôt, vous voyez? Il avait déjà gagné. D'accord? Fier de lui, quoi. Sauf qu'il est passé l'autre. D'accord? Donc, c'est votre client, vous êtes persuadé que vous avez gagné, voilà. Alors, on fait affaire? Eh bien, ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire avec lui. Donc, quand on part dans la tête, en général, si on est en joie, c'est qu'on part en euphorie. L'euphorie, c'est un truc particulier, c'est quand vous allez droit dans le mur et qu'en plus vous êtes content. Vous voyez? C'est qu'on a pris un peu de dope ou de machin, j'ai un peu bu, mais je suis trop excité par ce qui m'arrive. Je laisse monter les bulles dans la tête. Moi, je vous demande d'être très présent physiquement. Et vous pouvez avoir une joie profonde, voilà, posée, ancrée, et en même temps, hey, on va passer une bonne soirée, non? Non, c'est possible peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à faire des choses qui pourraient être marrantes? Tiens, si j'allais dans la salle, je trouvais quelqu'un à faire un truc avec quelqu'un dans la salle. Et là, une partie de vous commence à se dire, le dingue va se réveiller. Bon, d'accord, ok. Alors que c'est peut-être une opportunité. Monsieur était peut-être pas si traumatisé que ça, je ne sais pas.
Donc, bien que, c'est ça. Je verrai l'article dans la montagne de Morgan. Ce que j'ai appris de la joie et ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, enfin par échange en fait, je ne veux pas professer, je veux juste vous faire prendre conscience que c'est d'une puissance sans fin. Je me rappelle une des premières fois que j'ai eu la chance de coacher des gens en NBA, en basket, et là je me suis senti petit, vous voyez les gars qui sont comme ça là, ouais, d'accord, moi je suis grand, mais là il y avait grand et puis large. Et je me rappelle, j'étais avec un gars qui était une star, un rookie, c'est-à-dire un nouveau entrant. Mais il y avait une grosse pression sur lui parce qu'on attendait énormément de performances de cette personne, mais il ne performait plus. Et plus ça allait, moins il performait. Et donc, quand je vais voir, son entraîneur m'appelle parce que j'étais un spécialiste de la motivation, donc je le rencontre. Et la première chose que je fais, c'est que je fais exactement le test c'est avec lui que ça m'est venu. J'ai mesuré comment il sautait, c'est-à-dire que les basketteurs, une de leurs capacités, c'est la détente. Donc je le mets à côté de moi, j'avais un grand mètre en bois, vous voyez les trucs à l'ancienne, là. Il m'avait donné une grande règle, comme ça, enfin c'était pas un mètre parce que c'était en inch au stat, mais dans le principe c'est la même chose. Et donc je lui demande de sauter, on mesure. Là. Et pareil, je lui demande de me raconter une histoire dans laquelle il a été bon. Je remesure. C'est pas significatif, peut-être 10% de mieux. C'est pas significatif. Et là, je lui dis, raconte-moi le truc le plus extraordinaire que tu as fait. Là, il me raconte que quand il était jeune rookie, juste quand il a démarré, il a joué avec le grand Michael Jordan et que la première chose qu'il a fait, le premier match qu'il a fait, c'est qu'il a dribblé 3 fois de suite. Et 3 fois de suite, il a mis un panier derrière. Donc 3 fois de suite, il a mis minable, entre guillemets, le plus grand des grands de l'époque. Et en plus de ça, il a mis un beau panier. Donc on a parlé de lui. Mais il s'en foutait qu'on ait parlé de lui. Lui, il était d'une fierté extraordinaire. Alors, je voyais en ses yeux que d'un seul coup, il y avait le feu qui s'est allumé. Vous voyez, le clan des volcans ici, là. Là, les volcans se sont réveillés. Je le mesure, plus rien à voir. Au moins 60% de mieux. Et là, j'ai du mal à l'arrêter. Il a une balle de basket, il fait comme ça. J'arrive même pas à parler tellement il fait du bruit. Et je lui dis, va marquer le panier. Ouais, comme un grand malade, il va dunker. Alors que 2 secondes avant, j'aurais eu l'impression d'un grand, vous voyez, un grand ado, là. Il ne se passait pas grand-chose. D'où vient cette énergie? Elle était là, pas mise en application. Donc à quel moment j'ose utiliser l'énergie qu'on a en chacun de nous? C'est de ça dont je vous parle. Je sais juste que depuis le temps que j'enseigne ça et depuis le temps que je le mets en œuvre dans les entreprises, on augmente par 50% la performance. Juste la performance. Je ne parle même pas du fait que les gens sont plus malades. Je ne parle même pas du fait que les gens viennent travailler avec plus de plaisir. Je ne parle même pas du fait que vous avez plus d'idées. Je ne parle même pas du fait qu'on pourrait aller loin. Pourquoi on n'ose pas en parler? Parce que la joie, ça ne correspond à rien dans nos critères. On est nul en quotient émotionnel. Est-ce que vous avez appris ce que c'est que la joie à l'école? Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, en tout cas. Et je n'ai pas appris non plus que comment marchaient les émotions. Moi, je disais souvent, je suis un ancien grand timide. C'est en faisant de la prise de parole en public que je me suis développé, même si Alain me regarde en me disant t'es pas très timide aujourd'hui, mais je suis un ancien grand timide, j'étais super rouge dès que je parlais, et j'aurais été incapable de venir sur scène. Et ce que je me rappelle très bien, c'est que je bloquais toutes mes émotions. Mais je m'étais aperçu que dans certaines circonstances, j'arrivais assez bien à lâcher les choses. Par exemple, rire, j'étais assez à l'aise pour rire, et j'avais un rire sonore. Au point que ça m'arrive régulièrement que quand je vais dans une salle de cinéma, quand je rigole, les gens font « Hervé, t'es dans la salle ?» Voilà, ma fille est comme moi aussi, on est 2 spécimens du rire. J'adore emmener des gens dans le métro et parisien, mais ça pourrait être partout, et je rigole, et au bout d'un moment, le wagon rigole. Parce que votre capacité est sans fin, ça se partage. Alors, je vous disais, il y a 2 grands bloqueurs. La honte et la peur. Allez-y. Repensez à une grande honte, là. Vous avez le droit de fermer les yeux, comme ça, il n'y a que vous, entre vous et vous. Allez-y. Essayez de sentir l'énergie que ça change. Essayez de sentir la différence que ça a. C'est dans la honte, versus la joie. Où est-ce physiquement? Qu'est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Merde. C'est pas moi qui faut regarder, c'est vous. C'est un peu de vous.
sait reconnaître ça, on sait très bien que nos enfants, c'est bien qu'on ait des collaborations. Allez, où le mettre? Alors, moi je vais vous donner plusieurs trucs que j'ai appris qui pourraient vous servir. La première chose, comme j'aime bien que ce soit physique, je vais vous demander de vous mettre debout. Vous allez vous mettre largeur d'épaule, c'est-à-dire que on skie contemporain, on skie pas à l'ancienne, lui, avant, on skie contemporain, largeur d'épaule. Ok? Vous soyez une femme ou un homme, vous essayez d'appuyer sur ce qu'on appelle des coussinets, c'est-à-dire que voilà. Ouais, je vois. Moi, j'aime ça. Différence de ça. Donc, vous allez appuyer hein, pour sentir quand votre équilibre part devant, quand il part derrière. Juste pour trouver votre équilibre physique. Une fois que vous avez ça, vous allez faire une concentration. Et vous allez imaginer, hein, on peut commencer même à certains, je vais commencer à tomber, parce que justement vous êtes arrivé au sol. Pour aller plus loin, vous allez imaginer que vous êtes un arbre et que vous allez laisser passer vos racines. C'est-à-dire que sous vos pieds, notamment sous les coussinets, vous allez imaginer que ça fait alors, même sous cette salle, évidemment il est dans la roche, peut-être volcanique ou autre chose, mais vous allez trouver avec vos racines un moyen d'aller plus profond, récupérer des sédiments, récupérer de l'eau, tout ce dont vous aurez besoin. Vos racines, c'est votre puissance. Vous occupez de vos fruits juste en les faisant briller, il ne sera jamais puissant. Alors que si vous occupez des racines, les fruits sont brillants. Maintenant, vous allez revenir à un souvenir, peut-être le même que tout à l'heure, le même souvenir de joie. Ou un nom comparable. En essayant vraiment d'avoir la sensation que vous devenez un soleil, qu'il y a de la lumière qui vient sur vous. Que vous allez rayonner. Et comme le soleil qui rayonne, personne ne se pose la question de savoir s'il rayonne que pour vous ou pour un autre. Il rayonne, point. Ok. Essayez de ressentir que le rayonnement de votre voisin ou de votre voisine marche pour vous aussi. Ouais. Essayez d'avoir une sorte de gratitude intérieure, c'est-à-dire un remerciement de ce que vous êtes en train de vivre. C'est plutôt une énergie au niveau du cœur. Ok. Et là, je suis sûr que si je vous demandais de crier, je ne vais pas le faire, il est parti, sinon je vais lui exploser les oreilles. Je suis sûr que l'énergie serait nettement supérieure. Pourtant, on est très bas. Énergie très basse, là. Mais vous seriez beaucoup plus puissant, vous devez pouvoir le sentir déjà. Ok. Alors, vous n'êtes pas tenu de rester debout. Vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Ceux qui ont envie de rester debout, vous pouvez rester debout. Et vous vous assurez quand vous avez envie. Parce qu'on a décidé une convention qu'on est mieux assis. C'est pas vrai. D'accord ? On augmente par 50% la productivité d'une classe quand on la met debout. On augmente par 50% la productivité d'une classe quand on la met debout. On diminue les réunions par 200% quand on les fait debout. Dans un pays qui s'appelle la France, et qui est un des pros de la réunionite, je trouve que ce n'est pas inintéressant de se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas être plus souvent debout ? Moi, je ne me rappelle pas que l'homme soit né assis. Ça ne va pas être pratique, l'accouchement avec une chaise. Et votre puissance, elle vient de vos jambes et votre capacité est à la terre. Donc je ne vous impose pas d'être debout, mais si vous avez envie d'être debout, retenez que ça sera plus puissant pour à la fois apprendre ce que je suis en train de vous dire et vivre les expériences. Ok. Donc vous asseyez quand vous voulez, vous remettez debout quand vous voulez. Alors, on avait dit, les enfants qui sortent de l'école, hey! Et vous, peut-être pas comme ça en ce moment. D'accord. Donc demain, je crois que c'est demain, la fin de l'école, c'est demain, c'est ça? Demain soir? Ok.
Donc j'aimerais que vous, demain soir, si vous avez des enfants, vous leur préparez une petite surprise. Du genre, quand ils vont arriver, vous criez de joie. Peu importe s'ils sont déjà dans la maison, vous les faites venir et à table, vous criez. Juste pour voir ce qui se passe. Même si vos enfants, les miens, ils sont grands, hein, même s'ils sont grands, ça marche encore. Ils me prennent pour un dingue, mais ils adorent ça. Quand on part en vacances, je fais toujours la même chose. Ils savent que je vais m'arrêter, je leur dis pas quand, et que je vais crier dans la voiture. Mais quand je m'arrête, ils sont tous super excités avant moi. Ils crient souvent avant moi. Des fois, je ne m'arrête pas pour crier, mais eux, ils sont déjà partis dans le truc. Quand est-ce qu'on va crier? Vous voyez, une sorte d'excitation des premiers kilomètres. Si vous aviez cette énergie en permanence de disponible, c'est de ça dont je vous parle, c'est le fuel intérieur que vous avez. Ça changerait votre puissance économique. Ça change le rapport que vous avez aux gens. Alors, je vous raconte une autre histoire qui m'est arrivée plein de fois. J'étais responsable d'une grosse boîte américaine et j'avais un truc qui m'étonnait. Moi, je m'occupais du service commercial au niveau européen. Et puis, il y avait quelque chose qui m'étonnait, c'est qu'il y avait des gens qui venaient me voir pour être pris dans mon équipe et qui ne venaient pas du tout de ce domaine-là, sur les télécoms. Et qui venaient de la compta, de la finance, qui venaient des services techniques qui, normalement, ne sont pas très à l'aise, en tout cas en clientèle. Mais ils voulaient bosser pour nous, pour moi. Enfin, je ne savais pas très bien. Et chaque fois que je posais la question, ils revenaient à un truc en disant « Vous, ça se sait, vous vous marrez. » Ok, d'accord. 2, tu fêtes tous les succès. Tout le monde le sait, puisque vous invitez tout le monde. 3, il n'y a pas de gars qui partent de ton équipe. Et c'est vrai, je me dis, ah oui, c'est vrai, d'accord. Et 4, le 4e point que je n'avais pas pris conscience à l'époque, c'est que les gens disaient qu'ils me refilaient des bras cassés, moi, j'en envoyais pas des bras cassés. Je voyais juste des gens qui étaient mal utilisés. Et je me suis aperçu que juste avec du plaisir et de la joie, on augmentait les choses. Alors je voudrais juste faire le distinguo entre plaisir et joie. C'est clair pour tout le monde, plaisir et joie? Ouais, non. On va faire comme si ce n'était pas clair. D'accord? Parce que je n'ai pas eu une réponse hyper affirmative. Vous voyez, la majorité d'entre vous, ça bouge un petit peu la tête. Il faut que je regarde chacun pour savoir, hop, hop, hop. Oui ou non, ce serait plus simple, mais ce n'est pas ce qu'on dit. Donc, je rejoins l'idée qu'en fait, quand on est dans le plaisir, on est dans quelque chose qui est fugace. D'accord? Quand on est dans la joie, ça s'expanse, donc ça crée le sentiment de joie, et en fait, ça dure. Dans le plaisir, ça monte, c'est vertical. La joie, c'est presque horizontal. Sauf quand je pars dans la verticalité, je vous rappelle tout à l'heure que c'est l'euphorie, c'est pas bon pour vous en général. Sauf après. D'accord? Quand vous êtes au champagne, vous avez gagné. Mais pas pendant. Ça a à voir avec, en fait, si je suis un peu trivial, l'éjaculation. Ça a à voir avec l'orgasme. D'accord? Ça, c'est un court instant, et juste après, il ne se passe plus rien. Ça perdure, y compris dans votre corps et dans votre tête. La joie, c'est ça. Donc c'est ce qui fait que 10 ans, 20 ans, 50 ans après, peu importe, vous vous rappelez de la joie. Et pour augmenter votre joie, vous êtes tenu de tirer un élastique, parce que de l'autre côté de la joie, vous savez ce qu'il y a? La tristesse. D'accord? C'est le même élastique, joie et tristesse. Donc si vous voulez oser avoir des grandes joies, il faut accepter potentiellement, je n'ai pas dit que vous aurez des tristesses parce que vous êtes en joie, mais il faut potentiellement accepter d'en avoir des tristesses. Si vous acceptez vos grandes tristesses, vos grandes joies seront bien plus fortes. Parce que c'est justement en ne voulant rien vivre qu'on est comme ça. Vous voyez, c'est une barre là, puis on ne vit pas grand-chose au-dessus, pas grand-chose en dessous. Hein, moi, je ne suis pas trop malheureux, pas trop heureux non plus. Hein. Il ne faudrait pas trop se faire du bien, ça serait dommage. C'est jamais, ça ne va peut-être pas durer. Vous voyez, tous ces systèmes-là dans lesquels en fait, on se prépare déjà à la non-réussite s'il y a défaut de l'échec. On n'est pas à l'abri d'une commande. Hein. Donc le danger là-dedans, c'est qu'on ne lâche pas l'énergie qu'on a en nous. C'est un élastique. Donc une fois que je travaille l'élasticité, on oublie souvent que la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. La vitesse, c'est l'énergie d'élastique là, dont je parle. D'accord? Et la force, c'est la puissance que j'ai au fond dans ma croyance, dans ma foi, en l'exercice. D'accord?
Si je suis capable de mettre beaucoup de force à ça, c'est parce que je crois profondément à ça. Donc, je vous conseille 2 choses. Là, je vais rentrer dans le rôle du conseiller. Clarifiez votre vision, clarifiez votre rêve. Trouvez un rêve qui emmène les gens. Ne cherchez pas un rêve petit, parce que si vous avez un rêve petit, vous emmenez personne, vous emmenez même pas vous-même pour l'instant. Alors que si vous avez un rêve grand, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des gens qui vont vous aider à le réaliser, même si vous ne savez pas comment faire. J'ai vu ça tellement de fois dans ma vie. Que si vous osez rêver grand, il y a des gens qui vont vous aider. Il y a des gens qui vont vous aider à aller au-delà de vous-même, à aller travailler votre potentiel. Donc c'est de ça dont je vous parle, le rêve. La deuxième chose donc c'est l'enfant qui sort de la récré là. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais ça va être formidable. La deuxième chose, c'est que si vous voulez garder l'énergie, il est nécessaire de ne pas être seul. Donc, si vous êtes en joie, les gens vont le partager, ils vont être au plaisir avec vous, ils vont avoir envie de se dire ah, « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y aller avec lui ou avec elle. » Le leadership n'a rien à voir avec l'intelligence, ou alors une intelligence situationnelle. Ce n'est pas le QI. C'est votre présence physique, c'est votre capacité à énoncer des idées, c'est votre capacité à exprimer quelque chose qui fait que les gens vous suivent. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être intelligent. Vous pouvez très bien aller n'importe où et les gens vous suivent quand même. Il n'y a que vous qui croyez que vous êtes plus intelligent à ce moment-là, mais la réalité n'est pas le cas. Alors, je vais vous demander de vous rasseoir quelques instants et je vais vous proposer un défi que je propose à chaque fois que je fais une conférence et je vous conseille de le noter. Vous avez des petits carnets, je crois, mais vous n'êtes pas tenu de le faire. Je vous conseille de le noter. Parce qu'il est simple, mais on peut ne pas se rappeler exactement de ce que j'ai dit. Le premier point, c'est que, je vous ai dit, ce qui nous amène à dysfonctionner, c'est un défi de négativité. D'accord ? Par la honte ou la peur, je vais affronter un certain nombre de difficultés dans ma vie. 7 injonctions sur 10 sont négatives. La majorité des gens qui vous parlent vous le disent d'une manière négative. Donc il est essentiel de prendre conscience que vous faites la même chose dans votre tête, vous. Où vous êtes auto-éduqué ou on vous a éduqué à faire ça aussi. Votre juge intérieur est super puissant. Le mien aussi. Il me parle plutôt de ce côté-là d'ailleurs. Vous avez une petite voix qui vous raconte « Ah non, mais tu vas pas y arriver, toi. Non, mais toi, tu sais que tu peux pas faire ça. » Même si peut-être qu'il y a une autre voix tout à l'heure qui disait « Vas-y, Patrick !» Il y a une partie de vous qui ne croit pas. Et à ce moment-là, le seul truc qu'il faut faire, c'est prendre conscience qu'il faut lâcher prise sur ça. Lâcher prise sur tout ce que vous vous racontez. Comment vous lâchez prise ? Vous revenez à la respiration que je vous ai proposée tout à l'heure, vous pouvez le faire assis. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez, tiens, je vous donne une technique. Vous avancez un tout petit peu sur votre chaise. Au lieu de vous asseoir avec le fond de votre chaise, comme ça, là, en réunion, ce qui vous donne, au bout d'un moment, cette posture qui n'est pas bonne pour vous, vous vous mettez plutôt en avant, en bout de chaise, pas comme ça, il n'y a pas de danger, d'accord, vous mettez là. Vous remettez, c'est pareil, vos petits coussinets en action, là. Et quand vous allez parler, ça va sortir naturellement et vous verrez que vous tenez beaucoup plus et que vous êtes beaucoup plus puissant. Ça, c'est sur l'aspect physique. OK. Si maintenant je me remets à respirer et je souffle, vous essayez de souffler comme si il y avait un ballon en vous que vous allez vider. On va plutôt respirer en ventral pour ceux qui savent. Ça signifie que je ne respire pas au niveau des épaules, pas en costal, mais là, je souffle. Je contracte mes abdominaux. Je vide. Tant que je parle, c'est que j'en ai encore. OK. Je fais ça 3 fois. Alors je vous le fais rapide. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus de pensée. J'ai vidé mon esprit. Pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, c'est parce que vous n'avez pas encore assez essayé. C'est juste que ça va venir. Vous êtes une machine à turbiner, mais vous êtes aussi une machine à être capable de se reposer. Arrêtez le moteur. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a laissé sa voiture avec le moteur qui tourne, là, si ? Voilà. Si vous faites ça avec votre cerveau, ça le fatigue. Et votre corps aussi. Donc il faut de temps en temps arrêter le moteur. Et une fois que je fais ça, OK, je ne suis plus en train d'entretenir ces pensées négatives. Donc le point numéro 1, c'est lâcher prise sur les pensées négatives
pour ne pas les entretenir. Sinon, c'est ce que je fais, je vais entretenir. D'accord? Mais j'avais dit que le con et machin, il m'avait pas tenu, on aurait dit, ah non, mais hier soir aussi, il y avait d'autres moyens. D'accord, ok. Ou si vous êtes parti pour râler, vous savez ce que fait un râleur. Tout de suite, il va chercher un autre râleur. Ah! Alors, hier soir, il y avait machin. Mais si jamais il me dit non, hop, je vais chercher un autre parce que celui-là, il ne m'intéresse plus. Moi, j'attends un gars qui va râler après moi. C'est ça que je cherche un râleur, c'est un autre râleur. Parce que si un type, il tombe sur un joyeux, vous voyez, c'est l'enfer pour lui. Et le joyeux, il fait, c'est bon. Je vois que tu viens, il faut que tu râles. Ok. Je vous rappelle le râle, hein, c'est le son qu'on fait avant de mourir. Quand même. Ça calme un peu aussi. Ça veut dire qu'on est vraiment, on croit que ça ne va pas aller. Mais si vous faites ça, c'est que vous vous débattez encore, vous êtes encore en vie, c'est la bonne affaire. Donc, premier sujet, je fais exprès d'être lent pour être sûr que vous l'avez bien entendu. Je lâche prise, je souffle préalablement, et je ne m'occupe pas de ces idées négatives. Pour l'instant, je n'ai pas d'idées positives, j'essaie de ne pas avoir d'idées négatives, qui m'emmènent trop loin. Je me recentre, et à ce moment-là, la première chose que je fais, c'est que je me dis, qu'est-ce que je veux à la place? La réponse, la phrase magique, c'est, qu'est-ce que je veux à la place? Je viens d'entendre quelque chose qui m'est désagréable, qu'est-ce que je voudrais à la place? Et je vais prendre l'action qui m'en rapproche le plus. Je prends l'action qui m'en rapproche le plus. Peu importe, ça peut être prendre des coups de téléphone, ça peut être je vais au verre, je vais boire un coup dehors, j'en sais rien. Mais ça peut être de rien faire. Ça peut être vraisemblable. La deuxième chose qu'on ne fait pas bien, c'est qu'en général, quand on est dans le premier système, ou quand on n'a pas évacué assez bien nos pensées, on revient dessus en étant centré sur le problème. Alors que vous voyez bien, en tant que consultant, votre boulot, c'est de les amener sur la solution. Donc, vous devez être centré sur les problèmes. Non, vous devez être centré sur les solutions. Je le répète, centré sur les solutions. Centré sur les solutions, centré sur les solutions. À droite, à gauche, devant, centré sur les solutions. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes en train de chercher qui est le coupable, vous êtes sur le pourquoi. Pas comment vous allez réussir. C'est le gars qui se pointe et qui vous dit qu'il n'a pas arrivé à faire un truc, et là, vous l'écoutez, vous expliquez toutes les excuses qu'il a. La seule chose qui vous intéresse, c'est quand il va le faire, pas pourquoi il ne l'a pas fait. Vous voyez, c'est une sorte de travers qu'on a eu à l'école, parce qu'on devait se justifier tout le temps. Ne vous justifiez pas, vous baissez votre niveau. Ne vous excusez pas, vous êtes en dessous de vous. Changez, faites ce que vous voulez. Il suffit juste de changer un tout petit peu, ça vient petit à petit, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais vous faites ça, centré sur les solutions. Et à chaque fois que vous vous dites que vous n'avez pas trouvé la solution, c'est l'histoire d'Edison, hein, vous savez, qui fait péter son labo au bout de la millième fois. Et puis, il a fait tout exploser. Il y a son comment s'appelle, son adjoint qui arrive, et il dit « Qu'est-ce que t'as foutu, bordel ?» et tout. « On a failli mourir !» Et l'autre, il ne bouge pas, il est en train d'écrire. Il s'excite encore plus. Il dit « Chut, je suis en train de noter la millionième fois comment ne pas faire. » C'est ça. Apprendre de ses échecs, de chacune de ses erreurs, et s'occuper que de ce que vous pourrez faire demain. Et le troisième point, c'est oser le faire 6 jours consécutifs. Osez le faire 6 jours consécutifs, et vous verrez qu'il vous faut beaucoup plus que 21 jours. Vous allez recommencer, mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui font ça, ce que je viens de dire là, ça a changé leur vie, sans exception. J'ai un club de gens qui ont fait le défi, il y en a plus de 500 qui ont réussi, et ça fait 500 personnes où à chaque fois, c'est la même chose, j'adore ce truc-là, c'est quand les conjoints m'appellent en me disant « Qu'est-ce que tu as fait à mon gars » ou « Qu'est-ce que tu as fait à ma femme ?» C'est plus la même personne. Et en général, c'est plutôt positif, hein, je vous rassure. Moi, j'ai rien fait. J'ai proposé une idée qui a germé. Donc ça, c'est le premier défi que je vous propose. Et puis la deuxième chose que je vous propose, histoire de finir en joie, c'est que vous allez vous remettre tous debout, parce que vous avez compris que j'aime bien ça. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui soit debout. Et tant qu'à faire, vous allez vous rapprocher, c'est-à-dire que vous allez combler les trous. Donc ceux qui sont sur... Vous devez être tous... Je vais remonter, je vais demander à... Non, est-ce que je peux demander à 2 personnes, vous deux, si vous pouvez monter, c'est juste pour montrer l'exercice, on ne va pas le faire obligatoirement. OK? Donc je vais vous demander de faire exactement ce qu'on fait tous les 3. Je me mets au centre, et vous allez mettre vos mains comme moi, là. Non, l'un vers l'autre, OK, c'est ça? Mais sans se toucher. OK? J'attends que... Donc vous vous rapprochez. Voilà. Il ne doit pas y avoir de trous, là, il y a des trous. J'ai repéré, là. En Auvergne, il n'y a pas de trous, hein, normalement. Sauf dans les volcans. OK. C'est bon, vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Je n'entends pas. Non, soyez sérieux.
Ah, elle commence à avoir un peu d'énergie, c'est pas mal ça. Ok, donc maintenant vous allez applaudir votre voisin. Ouais. Ok. Et maintenant, chaque fois que ça se produit, c'est on est en train de vous applaudir. D'accord? Il y a une excitation folle là. Ma voisine ne me connaît même pas, elle est en train de m'applaudir. Mon voisin qui ne me connaît pas, ils m'ont trouvé top. D'accord, ok, on y va? 1, 2, 3. Yeah. Merci. Merci, vous êtes prêts au jeu. Je laisse la suite, je ne sais plus, Alain ou Manu. Je devais venir avec un bouquin, j'ai oublié de venir avec les bouquins, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez demander à Alain, il vous fournira des informations sur ce que je fais. Et je voudrais juste te remercier. Je fais très court. Je voulais juste vous remercier parce que pour moi c'est fondamental. Une des grandes raisons pour lesquelles aujourd'hui l'homme est en de grandes difficultés, c'est qu'il n'est pas capable d'être présent à son corps et à son énergie. Donc pour moi, si vous osez être en joie comme vous l'avez été ce soir avec moi quelques instants, je vous en remercie, j'ai une grande gratitude pour ça. Merci encore. Merci à toi, Alain. Alors maintenant, nous avons prévu une session de questions et j'espère de réponses. Donc le carnet que vous avez va vous servir une deuxième fois. Vous pouvez écrire en quelques mots une question qui vous interpelle suite à ce que Hervé Franceschi nous a présenté. On va collecter vos petits papiers et dans quelques instants, on va recueillir les questions que vous aurez envie de lui poser. Quelqu'un ou quelqu'une vous demande ou te demande de citer des exemples de management par la joie. C'est écrit ainsi. Je vais vous donner 2 exemples, je ne suis pas sûr que ça corresponde, vous me direz si c'est ça qui correspond à votre question. Des entreprises qui ont décidé de manager par la joie. Okay, là pour l'instant, je travaille avec le PDG d'Encain Europe pour essayer de mettre ça dans sa structure. Donc ça veut dire que tous les managers, premièrement, doivent sourire à tout le monde dans les couloirs. C'est un basique, mais on commence par ça. 2, que tout le monde se regarde dans les yeux. Pas quand je le croise, bonjour. 3, qu'on doit créer, moi je forme des Chief Happiness Officers, des gens qui, pour être heureux, d'accord, dans les organisations. Donc, parce que je ne peux pas être dans toutes les entreprises, donc je forme des gens qui vont être même faire le boulot, qui vont former d'autres, et ainsi de suite. Donc à la suite de ça, là, c'est ce qu'on met en place avec eux. Voilà. Je peux vous donner un autre cas d'une autre société dans les ressources humaines qui a décidé exactement la même chose à la suite d'une conférence comme ça, de mettre en place dans la société d'autres alternatives. Alors, le processus était un peu différent puisque ça a été tous les gens qui étaient là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et donc il est sorti une trentaine d'idées. Sur les trentaines d'idées qui ont été mises en œuvre, certaines ont été approuvées par la direction, d'autres pas. Mais ils ont décidé de faire comme ça le processus. Ça a fonctionné quand même, puisque ça fait 3 ans maintenant, et ça fait 3 ans que d'autres initiatives ont changé profondément la manière dont ils font de la qualité dans l'organisation, par exemple. Donc ce n'est plus un processus normatif seulement, mais vraiment un processus de qualité dans le sens noble du terme. Ils s'intéressent beaucoup plus à... En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui s'absente, ils ont des binômes, et le binôme appelle. Ça va? Voilà. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là, il y a un autre qui appelle. Et ça peut être simplement qu'il ne sait pas qu'il a un rendez-vous. Hein. Mais voilà, en gros, on s'occupe, c'est la notion de care, hein, s'occuper de l'autre. Voilà. Donc c'est plein d'initiatives, ce ne sont pas toujours de moi, hein, elles viennent souvent d'eux. Parce que moi, le principe, c'est d'apporter de l'énergie, et cette énergie apporte autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je ne sais pas qui est la personne qui a posé cette question. On a tellement de questions, on va peut-être avoir du mal à... Ouais, vas-y. Ah, j'ai dit ça, moi? Non, moi j'ai dit ça, moi. Alors, il y a manifestement des parents dans la salle qui se demandent quels conseils tu pourrais leur donner pour aider leurs enfants à cultiver leur joie. Je dirais que les enfants, ils sont naturellement potentiellement en joie. D'accord? Donc, quand ils ne sont pas bouffés par le système éducatif, parental, systémique, enfin du système et de l'éducation nationale, et un ensemble de choses dans lesquelles on rentre tous, d'accord, qui est très normatif, la joie s'exprime naturellement. Donc le principe, c'est juste de les remettre un peu de liberté, vous voyez, parce que la liberté amène la joie, ou la joie entretient la liberté.
Et en tant que parent, la difficulté, c'est la liberté. La joie, c'est pas trop compliqué, mais la liberté, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est ces espaces de liberté qu'il faut savoir remettre. Où est-ce que je remets de la liberté? Où est-ce que je redonne des espaces dans lesquels les gens vont développer autre chose? Et ça marche aussi bien en entreprise que dans une famille. C'est des espaces de créativité, des espaces de... Moi, j'adore ça, j'ai un lieu dans lequel on peut écrire tout. Et je fais ça dans pratiquement toutes les boîtes dans lesquelles je fonctionne. Je leur demande d'avoir un endroit dans lequel tout le monde peut écrire tout ce qui ne va pas. Mais c'est une salle qui est fermée, qui n'est pas visible par les clients, si jamais... D'accord? Et vous, vous passez de temps en temps et vous voyez ce qui ne va pas, quoi. Et comme ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste, je fais la même chose avec les enfants. On se dit des choses, mais de temps en temps, il y a des choses qu'on n'arrive pas à se dire. Bon, en tout cas, il vaut mieux l'apprendre que pas l'apprendre. Voilà, je vous donne juste des choses que je fais. Osez retrouver quelque chose qui a à voir avec votre plaisir intérieur, qui va faire qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise. Donc vous commencez par le plaisir, puis après, c'est la joie qui va venir. Osez parler de choses qui... j'aime bien Florence Thévan-Chaubert qui parle des kiffs, d'accord? Ok, 3 kiffs par jour, donc tous les soirs au repas, on se raconte ses kiffs. Donc qu'est-ce qui m'a fait kiffer le plus aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est juste des choses qu'on peut mettre facilement en place. Nous, on faisait ça une fois par semaine, on faisait une soirée kiff, quoi. Donc il fallait avoir préparé ses kiffs, les kiffs de la semaine. On n'était pas notés, mais il y avait un peu ceux qui n'avaient pas bossé, quand même. Nous, on a fait l'effort de se rappeler de tout ce qui était top cette semaine. Et vous osez le dire, donc ça fait du bien, parce qu'en général, c'est dans la famille, il s'est passé des choses. Tout le monde monte en énergie. Oui, parce que le nombre de fois où dans les repas, c'est plutôt les engueulades, parce que c'est le moment, si vous avez des ados, c'est le moment où vous les voyez, quoi. Pour la digestion, c'est pas top, Les dames qui s'occupaient des nutriments vous diront ça mieux que moi, mais... Est-ce que j'ai répondu à la question sur les parents? En tout cas, voilà la suivante. Okay. Quelqu'un est un petit peu inquiète en se disant, mais est-ce que notre joie pourrait être une source de malheur pour les autres? Alors ça, j'adore cette question. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé un paquet de fois qu'on me pose cette question ou qu'on me le reproche. Par exemple, je me rappelle dans la boîte dans laquelle j'étais, où je vous disais qu'on célébrait, une des divisions que je ne dirigeais pas était en difficulté. Et on avait licencié des gens. Et donc on m'a dit, en gros, calme ta joie. Je lui ai dit, mais je vais être super honnête avec vous. Si je calme ma joie, le chiffre d'affaires diminue par 30%. Vous voulez quoi? En avoir un peu plus à virer demain ou pas? Parce que sinon, je continue. Ça s'est calmé. Parce que si vous vous grossissez, si vous vous grandissez, si vous évoluez, une partie des gens qui sont dehors ne seraient pas dehors. Ou ils peuvent revenir et t'embaucher de votre côté, parce que c'est possible aussi. C'est pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est quand même arrivé. Voilà ce que je sais. Et que c'est pas parce qu'on a un deuil, moi ce que je sais toujours, c'est que mes plus grands fous rires, c'est toujours lors des enterrements. J'avais un grand-père, il adorait faire des conneries, je ne peux pas dire ça autrement, il mettait du poil à gratter, vous voyez, le mec a 80 ans, mais qui met du poil à gratter encore. Moi quand j'étais enfant, c'était le type qui me faisait rire tout le temps. Et pratiquement à tous les enterrements où on allait, et quand il était là, on savait qu'on allait passer un bon moment. Vous voyez, la gueule d'enterrement, quand vous êtes enfant, c'est difficile, vous n'avez pas les gueules de circonstance, quoi. Il faut 7 muscles pour faire la gueule. Pourquoi vous l'utilisez tant que ça, quoi? Parce qu'on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Donc, moi, je pense sincèrement que c'est pas parce que je vais pas bien que je peux pas comprendre que d'autres sont en joie, parce qu'on peut passer de la tristesse à la joie comme ça. D'accord? On peut même passer de la dépression à la joie. Pas dans la seconde, et pas obligatoirement que vous allez rester joyeux si vous êtes vraiment un dépressif. Non, ça c'est vrai. Il y a une astuce, il faut les mettre en colère au milieu. Non, je suis sérieux, essayez. Les dépressifs détestent qu'on leur dise qu'ils ne sont pas dépressifs. Ça les énerve, ils se mettent en colère. Vous êtes en énergie haute, c'est plus facile après. Ça ne tient pas toujours, mais ça tient un certain temps si vous voulez juste les faire bouger. Parce que le dépressif ne bouge pas, c'est par essence, c'est sa manière de fonctionner. Donc si je reviens à pourquoi, au fond, c'est que soit on a décidé que le couvercle sera toujours plus important, c'est-à-dire qu'on met le couvercle sur tout. C'est juste ce qui fait qu'on ne sort plus. Ce qui fait qu'on ne vit pas. J'ai eu la chance, ou la malchance, j'en sais rien, j'ai eu la chance, moi je pense, d'avoir vécu dans des pays qui étaient en guerre. Ce que j'ai vraiment vu, c'est que les enfants continuaient à jouer. Eux. Voilà.
Et puis il y a les bombes, ils vont se planquer, ils ont peur. 2 secondes après, voilà, je pense que la vie, c'est ça. C'est vivre, c'est être présent à soi. C'est pas en permanence se morfondre de dysfonctionnement. Si vous êtes en tristesse, vous êtes en tristesse, c'est une chose. Je vous ai dit, c'est le même élastique. Donc acceptez vos tristesses, c'est le deuil. La tristesse, c'est un moyen pour faire un deuil. Enfin, on ne va pas rentrer dans un cours sur les émotions, mais voilà, c'est la capacité à faire un deuil. Donc oui, c'est nécessaire de faire un deuil. Ben, prenez conscience de quel deuil vous n'avez pas fait ou qu'il vous reste à faire, puis acceptez que ça se fasse gentiment, jour après jour. Hein, la tristesse nous autorise à la patience. Alors vas-y. Alors une autre question que tu as évoquée déjà, c'est comment donner envie à une personne de partager ses sentiments et émotions et de vaincre ces fameuses peurs et cette fameuse honte. Ose. Ouais, t'as vu comment ça vient vite? T'as vu? Voilà, c'est tout. Bon. Ma réponse. Question suivante. Il y a des personnes qui sont très très curieuses de ce que tu fais avec les éléphants, les dauphins, les sportifs, les arbres. D'accord. Voilà. Alors, dans l'ordre, moi ça a commencé avec les arbres. Mon histoire, en gros, quand j'étais enfant, je faisais des câlins aux arbres et je croyais que tout le monde faisait ça. La honte m'a rattrapé et j'ai pris conscience que ce n'était pas vraiment le cas. Donc, quand je faisais des câlins, comme je l'ai fait avec monsieur là, tout à l'heure qui était là, je développais sûrement de l'ocytocine déjà à l'époque et ça me faisait du bien. Et je me rappelle, moi, je nageais beaucoup. J'étais au championnat de France à Vichy il y a un certain nombre d'années. Et puis mon entraîneur me dit, mais comment tu fais pour être super calme comme ça, avant les courses? Et je lui dis, bah, je fais des câlins aux arbres. Et là, je m'entends le dire, vous voyez le truc, on dit, oh merde, je l'ai dit. Là, je suis grillé déjà. Et il me dit, bon, tu fais quoi? Bah, il dit, tu vois, il y a un parc dehors, bah, si tu veux, donc, face à la piscine. Là, donc je vais dans le parc thermal, là, superbe, très beaux arbres. Et puis au moment où il va sur un arbre, je dis, non, mais pas celui-là. Il dit, pourquoi pas celui-là? Bah, celui-là, il est malade, c'est pas pour toi. C'est celui-là pour toi. Il dit, bah, comment tu sais que c'est pas celui-là? Bah, je sais pas, je te le dis, je le sais. Et là, je comprends que j'entends. Comme Jeanne d'Arc, hein, c'est grave. Hein. Donc j'entends un truc. Je ne peux pas dire que j'entends une voix vraiment, mais c'est comme si j'entendais une voix. Mais j'entends bien que ce n'est pas la voix que je me raconte moi. Elle vient de là et pas de ma tête. Et c'est comme si j'étais un décrypteur de ce que je ressens. Et je lui dis, bah, va à cette table-là, tu vas voir, ça va te faire du bien, ça et ça et ça. Et il y va, il me dit, ah, c'est exactement ce que tu m'as dit. Et là, j'ai pris conscience que ce n'était pas comme ça pour tout le monde. Et j'ai développé ça, j'ai emmené des gens en forêt, voilà, et puis après on m'a demandé de les soigner des arbres. Voilà. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Je suis tombé dedans comme dans la potion magique, là. Les chevaux, c'est venu après. J'ai rencontré, justement par le biais des arbres, quelqu'un qui m'a dit « Oh, tu devrais rencontrer ma femme ». Et j'ai développé... non. Je les vois, les gars. Qui était une fanat des chevaux et qui faisait un travail en équi-coaching. Voilà, et donc j'ai développé ça avec le temps. Je me suis formé pendant un certain nombre d'années. Et puis, depuis un certain nombre, maintenant, j'emmène des gens. Donc, je fais aussi bien un travail individuel avec les chevaux qu'un travail collectif. Dans l'entreprise, c'est assez bluffant. Vraiment assez bluffant. Je vous conseille cette expérience de l'équi-coaching ou quelque chose de cet ordre-là, qui a à voir avec vous mettre seul avec un cheval dans un rond de longe dans lequel vous n'avez pas d'instrument, ou au plus une baguette ou quelque chose comme ça, qui permet d'allonger le bras pour le cheval qui a les yeux de ce côté-là, d'accord, c'est une proie, quand les yeux sur les côtés. Nous, on a les yeux devant, parce qu'on est un prédateur. Et eux, ils le savent très bien. Donc, dès que vous vous placez, comment vous placez? Ils attendent en fait que vous vous placiez. Et donc, comme dans votre travail, je ne sais pas, quand vous arrivez à votre travail, est-ce que les gens baissent la tête ou ils lèvent la tête? Vous devriez le savoir. Quand vous rentrez chez vos clients, ils baissent la tête ou ils lèvent la tête? Ça vous donnera des informations sur votre type de leadership. C'est pas bien ou mal, c'est juste ce que vous êtes. Et après, ça peut pas vous convenir et vous allez l'apprendre à le modérer ou à accentuer ou faire quelque chose avec ça, d'accord? C'est ça avec les chevaux. En 2 minutes, je vous mets dans un rond de longe et je sais comment vous managez les gens. Je vous le dis en 2 minutes, 3 minutes maximum. Et c'est assez impressionnant, comme c'est bluffant, parce que le cheval ne ment pas, c'est un miroir. Il agit que sur le registre émotionnel, il est tout le temps là, ou là, pas là. Nous, dès qu'on est parti là, c'est terminé, le cheval, c'est exactement, moi je dis toujours que c'est comme, je ne sais pas si vous avez vu Avatar, mais c'est comme le système d'Avatar, là. Donc quand la personne sort du corps, il tombe, il n'y a plus rien dedans. Pour vous,
le cheval en fait vient à votre contact et il n'y a pas de présence. Vous n'êtes pas présent à vous-même, parce que vous êtes là. Et donc, je peux, par exemple, je demande à quelqu'un dans un coaching de brosser le cheval et puis de me raconter sa stratégie. À la seconde dans laquelle il doute, la tête du cheval fait ça. Et s'il fait plus que douter, c'est-à-dire qu'il commence à se raconter un truc, le cheval se barre. Donc je lui dis juste, le cheval qui vient de me dire ça. J'ai dit ça, il n'aime pas parce qu'il préfère que ce soit moi qui dis ça. Je lui dis, mais si, je te promets, c'est ce qui se passe. Moi, je décrypte l'animal. Je ne suis pas dans ta tête, je ne sais pas exactement ce que tu te dis. Mais ce que je sais, c'est que tu te racontes un truc, là. Et on va regarder juste ça. Et on va travailler juste ça pour voir si c'est une peur, ou s'il y a quelque chose de fondé, ou il y a un problème que tu as déjà repéré. Enfin, je ne sais pas, d'accord, okay. Donc voilà ce que je fais avec les chevaux. Les éléphants, c'est pour travailler la puissance. On ose développer sa vulnérabilité pour être puissant. Parce que quand vous êtes à côté d'un éléphant, vous avez bien compris qu'il est plus puissant que vous. Ça, c'est pas difficile de le comprendre. Mais donc, comment je vais faire pour qu'il va quand même faire ce que je lui demande? Et donc ça va vous autoriser à apprendre de vous, à lâcher prise sur votre prétendue puissance, et puis de la retrouver vraiment, et de lâcher en fait cette énergie première que l'animal tout de suite va sentir. Donc on va développer son instinct plus que son intuition là. Les dauphins et les baleines, c'est pour travailler la présence à soi, en dehors du fait que avec les dauphins, c'est un jeu, vous verrez, l'enfant en vous va s'éclater. Les baleines, c'est un truc que je veux raconter parce que ça vraiment c'est un truc que j'adore. La première fois que j'ai découvert ça, moi j'y allais parce que je suis un ancien nageur, donc je nageais, les dauphins ça a toujours été mon truc. Et je me disais toujours, bon, un de mes grands rêves, ça serait de nager avec les dauphins. Bon, finalement, un jour, je pars, je fais ça. Et le premier jour où je vais nager avec les dauphins, je suis en mer, les dauphins sont... Alors, on était dans les canoës, dans les kayaks, et puis lâche le kayak, moi tout de suite, je suis à l'aise dans l'eau. Alors, je vais nager, je nage avec les dauphins, plein partout, c'était super, j'étais très excité. Mais il y a un truc particulier qui est arrivé. Un son de malade. Tout mon corps vibrait. Je suis devenu un orgue. Chacune de mes cellules vibrait. Et à moins de 500 mètres de là, il y avait un mâle qui chantait, c'était au moment de la saison des accouplements. Et donc, en plus, il n'y avait pas beaucoup, il y avait suffisamment de fond pour qu'il se mette droit comme ça. Et là, nous, on n'était pas loin, et physiquement, tout mon corps, je vous dis, vibrait, c'était... Je n'ai jamais oublié cette sensation physique, après je l'ai revécu d'autres fois, mais c'est un truc à vivre une fois dans votre vie. Vous devenez un instrument, tout votre corps vibre. Parce que ça s'entend à 5 km, hein, donc quand vous êtes à... Moi j'étais peut-être à 10 mètres, c'est un grand truc de malade. Pardon, je m'arrête là, sinon je pourrais parler de ça. Alors il y a encore beaucoup de questions, mais vous pourrez poser toutes vos questions à Hervé tout à l'heure. Encore un parent qui se dit, moi j'ai un ado, c'est le champion du monde du râlage, comment je le fais passer du râlage à la joie? Alors, ne pas entretenir le râle. C'est-à-dire que le point numéro 1, c'est que quand quelqu'un râle, le danger, c'est que vous fassiez la même chose que lui. Et au fond, c'est pour ça que vous l'acceptez. Parce que vous avez accepté que vous pouvez râler, vous acceptez qu'il râle. Décidez que vous n'avez plus le droit de râler. Ce n'est pas le plus simple, hein. Mais commencez par là. Et vous allez dire maintenant, par exemple, je ne sais pas, on va commencer par les repas, eh bien, avant le repas, après le repas, il y a un moment safe, d'accord ? Une demi-heure avant, une demi-heure après, il est interdit de râler. Personne n'a le droit de râler. Et puis vous mettez même des gages si ça vous amuse. En fait, faites-en un jeu. Trouvez quelque chose on apprend plus vite avec le jeu. J'ai toujours été impressionné à quel point vous mettez quelqu'un qui ne connaît rien à quelque chose, vous inventez un jeu, il apprend. Vous mettez des règles longues, oh là là, il ne les lit même pas. Donc, trouvez un moyen simplement de jouer. Donc, je vous en propose un. De décider qu'une demi-heure avant le repas et une demi-heure après, on n'a le droit de rien dire. Alors, moi, avec mes grands-parents, il y avait une histoire, on mettait 5 centimes de francs. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais le principe, c'est qu'il y a un jeu et dans lequel les arbitres sont tout le monde, pas vous. Donc, si vous râlez, vous payez pareil. Enfin, vous avez le même système qu'eux. Donc, il faut que vous mettiez absolument comme eux. Une fois que vous acceptez d'être comme eux et que vous n'êtes pas un meilleur exemple qu'eux tout le temps, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas meilleur dans l'absolu, mais c'est une mauvaise idée de croire qu'on fait tout mieux. Ce n'est pas une réalité. C'est pour ça que vos enfants, quand ils vous ressemblent, vous n'êtes pas toujours contents. Vous aimeriez qu'ils vous ressemblent moins par moment, vous voyez ? En tout cas, sur un sujet. Et ben, dans le râle, c'est ça qu'on fait. On entretient l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que je ne sais pas faire. Oui, ok, ben demande. Donc la première chose que vous allez demander, c'est qu'il demande de l'aide.
Une des grandes raisons pour lesquelles on continue à râler, c'est qu'en fait, on se sent seul, et après, si vous continuez, on devient impuissant, puis après, on va vers la plainte. La plainte, c'est quand on a abandonné, hein. Le râle, c'est quand on est encore en vie. La plainte, c'est quand on se laisse faire. On pense qu'on ne va plus y arriver. Donc, quand vous êtes passé dans la plainte, c'est que vous vous sentez impuissant, impuissante. D'accord ? Voilà. Donc, c'est ça le principe de ne pas râler. Sinon, il y a un bouquin, je n'arrive pas à le retrouver de tête comme ça, mais d'une Française qui a écrit Comment s'arrêter de râler, ou je ne sais plus quoi, le plus grand mal français, je ne sais pas quoi. Qui est intéressant, qui donne des exercices. Enfin, on pourrait faire plein de choses. Hein. Merci Hervé. Merci.